fait partie des processus de vieillissement. On oublie. Bien, merci. Pardon, Alexandre, pardon. Je vous en prie. Donc, je vais dire juste quelques mots rapides sur moi. Je suis à l'origine enseignant d'histoire et de littérature. J'ai en parallèle fait un master en études asiatiques il y a déjà quelques années maintenant. J'ai fait de nombreux séjours académiques et puis aussi sportifs ou personnels en Asie de l'Est, principalement en Chine et à Taïwan, où je reviens d'ailleurs d'un séjour académique de 2 ans. J'ai donc soutenu mon colloque de thèse en sciences sociales à l'Université de Lausanne il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, qui est consacré principalement, donc, comme je vous l'ai dit, à cette circulation des arts martiaux chinois au Cameroun. Euh, je suis également fondateur et co-animateur de réseaux de recherche, qui s'appelle Martial Art Project et l'autre qui s'appelle le BCMAX à l'Université de Lausanne. Et dedans, on propose justement une approche des arts martiaux et des sports de combat plutôt centrée sur les circulations culturelles, les pratiques corporelles, ce qu'on appelle aussi les Body Cultural Studies, et tout ça dans une perspective un peu interdisciplinaire. Et enfin, car il faut que je le dise pour être tout à fait honnête, je suis moi-même praticien de longue date d'arts martiaux chinois en particulier, mais aussi d'autres arts martiaux, et ancien athlète national pour la Suisse, notamment justement en kung-fu et en wushu. Pour cette présentation, je vais donc partir d'un terrain que je connais bien, le Cameroun, pour proposer une réflexion plus large sur les présences chinoises en Afrique. L'angle est un peu particulier. Il va s'agir pour moi de regarder la Chine en Afrique à travers les arts martiaux chinois, principalement le kung-fu, le wushu, donc à partir de pratiques corporelles, de dispositifs institutionnels, mais aussi de ressources sociales et économiques qui vont encadrer ce point spécifique. Mon objectif ici est pas et tant mieux pour Monsieur Perrault qui y a assisté, n'est pas de refaire ma soutenance de thèse, mais de montrer comment, en suivant les circulations des arts martiaux chinois, on peut déplacer le regard habituel sur la Chine-Afrique. Le but étant de passer d'une lecture très centrée sur les politiques chinoises, culturelles et sportives, que j'ai dû observer en amont, à une attention plus forte aux circulations, aux appropriations locales et aux formes d'agentivité africaines qui encadrent ce monde des arts martiaux chinois. Pour poser le contexte et le cadre, je souhaite m'appuyer sur une chronologie très simple qui va de la Chine vers l'Afrique, mais aussi entre pays africains, pour rappeler que les arts martiaux chinois circulent sur le continent depuis 1970, donc bien avant l'intensification des rapports Chine-Afrique, et aussi bien avant, évidemment, les instituts Confucius, les grands programmes de coopération culturelle et les principaux réseaux et relais postcoloniaux ou autres qui ont facilité cette circulation des pratiques martiales. Je propose de structurer l'exposé en citant la question de recherche et l'angle d'analyse avec les hypothèses que je vais proposer ce matin, le cadre théorique et la démarche méthodologique, un premier ensemble de résultats sur les circulations, le cinéma et la diplomatie culturelle, un deuxième ensemble sur les circulations des arts martiaux liés cette fois-ci au réseau panafricain, avec des exemples gabonais, congolais, zambiens, un troisième ensemble sur les appropriations camerounaises, où là je vais revenir plutôt à mon matériel de thèse, avec la mise en économie des arts martiaux, les phénomènes de bricolage locaux, avant d'observer ce que ces apports au débat apporte au débat sur la discussion sur la présence chinoise en Afrique. Et enfin, la discussion finale. Donc la question de recherche qui a guidé la thèse et qui aujourd'hui alimente cet exposé est la suivante. Par quel mécanisme concret des acteurs camerounais et africains s'approprient-ils, réinventent-ils et resignifient-ils les arts martiaux chinois dans et au-delà des dispositifs de diplomatie culturelle et sportive portés par la Chine? Alors, mon hypothèse générale est double. D'une part, l'implantation des arts martiaux chinois au Cameroun et en Afrique centrale, voire subsaharienne, est plus ancienne et plus large que les instruments récents de la diplomatie culturelle chinoise, très souvent regroupés sous l'appellation de soft power, comme nous le disions tout à l'heure. Elle commence dans les années 70 via un intérêt spontané par le cinéma hongkongais, des circulations diasporiques aussi, et des trajectoires post-coloniales, nous le verrons tout à l'heure. Et d'autre part, ces arts martiaux sont aujourd'hui réinvestis localement comme ressources sociales, identitaires et économiques dans des contextes où les dispositifs chinois sont fragmentaires, discontinus et parfois faiblement structurants. Alors j'ai trois hypothèses qui me permettent un peu d'approcher cette question et qui vont servir de fil rouge pour mes résultats ici.
La première hypothèse, c'est qu'il existe des circulations autonomes, comme je le disais, des arts martiaux chinois vers le Cameroun et d'autres pays africains, qui sont antérieures et largement indépendantes aux instruments contemporains de la diplomatie culturelle. La deuxième hypothèse, c'est que c'est des dispositifs institutionnels chinois, Institut Confucius, Fédération, Temple de Shaolin, les différentes bourses universitaires du sport, ont un caractère fragmentaire, discontinu et faiblement structurant, en décalage avec leur forte visibilité symbolique et peut-être en décalage aussi avec ce qu'on en sait à travers les journaux, euh, qu'on indique souvent la forte influence et le succès, sans véritablement être sûr des résultats et des retombées de ces politiques. Les acteurs locaux, enfin, c'est ma troisième hypothèse, font preuve d'une agentivité forte. Ils transforment les arts martiaux chinois en ressources identitaires, sociales et économiques, notamment via des processus de mise en économie. Et c'est sur cette troisième hypothèse que nous finirons notre présentation ensuite. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais juste prendre quelques secondes pour stabiliser un peu le vocabulaire, qui est un peu flottant, souvent quand on parle des arts martiaux. Mes interlocuteurs, notamment sur le terrain, n'utilisaient pas toujours exactement les mêmes mots que les institutions chinoises, par exemple, Euh, notamment pour la question sportive ou la question des pratiques plus traditionnelles, où là aussi les termes diffèrent, et aussi parce qu'il s'agit d'un agglomérat de pratiques que j'entends dans ce terme chapeau d'arts martiaux chinois. Donc, j'utilise un terme générique, les arts martiaux chinois, qui en fait regroupe le kung-fu, le wushu moderne, donc le wushu sportif, le sanda, le tai chi chuan, mais aussi des formes plus traditionnelles ou plus hybrides. Dans le langage courant au Cameroun et dans d'autres pays africains, le terme qui est revenu le plus souvent, c'était celui de kung-fu, notamment auprès des maîtres les plus âgés, qui renvoie souvent à une image assez large, celle du premier contact, celle des films de Bruce Lee, des démonstrations spectaculaires qu'ils ont pu voir dans les années 70, des coups de pied acrobatiques, et c'est aussi donc le terme qu'emploient beaucoup d'enquêtés, ce qui parfois était compliqué, notamment quand il s'agissait de définir si on discutait de la partie sportive, du processus de sportivisation des arts martiaux, ou plutôt au contraire des pratiques traditionnelles ou des pratiques de club. Du côté des institutions chinoises, en revanche, le terme privilégié est plutôt wushu. C'est à la fois le nom générique des arts martiaux chinois mandarins et le nom des disciplines sportives codifiées qui ont leur fédération internationale, la IWUF dont on va parler tout à l'heure, leur compétition, leur règlement, et qui cherchent à rentrer dans le programme olympique depuis 2008. Donc quand je parle de wushu, ce sera plutôt avec ce registre-là en tête, le registre sportif, normé et institutionnel. À l'intérieur du wushu sportif, on distingue aussi deux grands ensembles. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les formes, ou les taolu, qui ressemblent à des katas, qui sont ces enchaînements codifiés, exécutés seuls ou à plusieurs, et qui sont notés avec des critères esthétiques, un peu comme en gymnastique. De l'autre côté, le sanda, qui est vraiment la version combat, plein contact, assez proche du kickboxing, excusez-moi, assez proche du kickboxing, dans laquelle on marque des points en touchant, en projetant, en sortant l'adversaire de l'aire de combat. Dans ce qui suit, pour simplifier, donc j'utiliserai les arts martiaux chinois comme terme chapeau, je dirais kung fu quand il s'agit des termes des acteurs, et j'essaierai d'être plus précis quand je parle des disciplines, en parlant de wushu, de tai chi chuan ou de sanda. Ce décalage terminologique n'est pas simplement un effet de manche, il est aussi intéressant en soi parce qu'il dit déjà quelque chose des tensions entre ce qu'essaye de faire la diplomatie culturelle chinoise à travers plutôt des pratiques qui sont réinvesties sportivement et codifiées, et la manière dont les pratiquants s'approprient les arts martiaux au Cameroun ou ailleurs en Afrique, avec des racines et une histoire propre qui s'attachent plutôt à ce terme de kung-fu. Donc pour penser les hypothèses, les résultats, je vais vous présenter une petite frise chronologique que j'ai pensée pour structurer ces 50 ans de présence du Kung Fu en Afrique, qui volontairement ne remonte pas plus loin et sur le terrain chinois, où là, évidemment, la frise chronologique courrait sur plus de 2000 ans et ne serait évidemment pas la même. Donc sur cette frise, on peut identifier plusieurs séquences qui sont importantes ici pour comprendre cette circulation en Afrique. D'abord les années 70 à 80, qui sont celles de la diffusion des films de Kung Fu hongkongais sur les écrans africains, en parallèle de ce qui se passe évidemment en Europe. Donc on a
on a une synchronicité qui est assez grande avec l'Europe. Les premiers clubs informels au Cameroun, au Gabon, au Congo, qui sont souvent bricolés à partir des mouvements appris dans les films, appris dans certains magazines, comme le magazine français Bushido, qui a beaucoup circulé en Afrique, et des médiateurs culturels qui prennent la forme de cassettes VHS à l'époque, qui elles aussi distillent un certain savoir. On pourrait rajouter à ça un certain nombre de voyages, notamment entre la France ou la Belgique et les pays africains, principalement, pour le coup, principalement alimentés par des pratiquants qui sont souvent d'origine vietnamienne, vivant en France mais d'origine vietnamienne, qui ont passablement, notamment au Cameroun, participé à installer le champ des arts martiaux et à le développer dès les années 70. Les années 1990-1990, structuration, on voit une structuration locale avec une première génération de maîtres africains, l'ouverture de clubs dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, Libreville, cette fois-ci des clubs qui sont installés, qui ont pignon sur rue, Port-Gentil aussi, Lusaka, etc. Et en parallèle, on commence à voir la montée en puissance de la Fédération internationale de Wushu, qui se développe du côté de la Chine, mais qui a déjà, notamment dans sa réglementation et dans ses projets, l'envie de développer son sport, notamment dans les pays du Sud, mais aussi à l'international de façon plus générale. Les années 2000, évidemment, sont ceux de l'intensification des échanges Chine-Afrique, assouplissement des voyages vers la Chine, ce qui permet les premiers séjours de boursiers africains, souvent des séjours spontanés d'ailleurs, à Shaolin, qui se développe aussi parallèlement à ce que la littérature a appelé le tourisme martial, qu'on va retrouver justement dans des lieux d'intérêt comme Shaolin ou Wudang, ou les montagnes Wudang, ou dans les universités du sport, évidemment. On peut penser à quelques grandes figures, dont une sur laquelle on reviendra tout à l'heure, l'acteur Luc Benza, euh, gabonais d'origine, qui aujourd'hui est une véritable star et un artiste martial reconnu en Chine, et qui a beaucoup participé aussi à cette image des arts martiaux chinois, pas simplement dans son pays, mais avec un rayonnement bien plus large en Afrique. Et enfin, évidemment, le déploiement des instituts Confucius dans plusieurs capitales africaines dès 2004. Rien qu'au Cameroun, euh, on en comptait trois il y a encore quelques années. Bah, au début de cette recherche, en fait, le dernier le troisième fermait. Et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, évidemment, celui de Yaoundé. Les années 2010, c'est ce que j'appelle ici une continentalisation des AMC, création et consolidation de la Fédération africaine de Wushu, en même temps que d'autres fédérations euh, continentales, multiplication des championnats africains, des coupes régionales, lancement de festivals comme le FADAM au Cameroun en 2018, des nuits des arts martiaux comme celle de Libreville, qu'en est pratiquement, je crois, à sa 20e édition, et la création et c'est un élément très intéressant de la diplomatie informelle chinoise, la création d'une Africa Cup en Zambie qui dépend du temple Shaolin. Les années 2020, enfin, qui sont concomitantes aux limites imposées par la pandémie de Covid-19, qui voient un léger retrait des démarches et de la politique culturelle chinoise, mais qui nous permettent aussi d'observer une montée en puissance des projets panafricains, notamment la tentative d'un deuxième FADAM, qui aurait dû s'organiser à Kinshasa, la mobilisation des arts martiaux comme détenteurs de valeurs de paix, de développement, et en ligne de mire, évidemment, l'entrée des arts martiaux chinois dans les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Donc cette frise, elle permet d'introduire deux idées simples. D'abord, les arts martiaux chinois ont une histoire africaine qui est longue, qui leur est propre, qui ne commence pas avec les politiques chinoises. Ensuite, l'échelle pertinente n'est pas seulement le binôme Chine-Afrique, mais un ensemble de circulations qui sont multisituées entre la Chine, plusieurs États africains et l'Europe, mais aussi souvent entre pays africains entre eux. Alors j'ai ici quelques photos qui montrent notamment donc le festival du Fadam en haut à gauche. On voit le temple Shaolin qui a été ouvert à Lusaka en haut à droite, donc qui reprend vraiment les codes des temples typiques chinois. En dessous, on a Luc Benza probablement dans les années 90, dans les années 90, avec Jackie Chan. Et puis, ce qui a été véritablement un tsunami en Afrique, Enter the Dragon, le film avec Bruce Lee,
en 1973 qui a été l'un des très très grands succès qui a favorisé évidemment énormément le développement des arts martiaux chinois en Afrique. Donc pour le cadre théorique que j'ai utilisé principalement, la manière dont j'ai approché cette circulation des arts martiaux euh, en Afrique et au Cameroun, le premier c'est celui de l'histoire connectée avec des auteurs comme Sanjay Subramaniam ou Serge Grunsky. L'idée principale c'était à travers ce cadre théorique de rompre avec l'idée que avec les récits qui partent d'un centre, ici ce serait la Chine, pour aller vers des périphéries africaines supposées passives. Donc l'histoire connectée, elle invite au contraire à suivre des circulations qui sont obliques, à suivre des bifurcations, des recontextualisations. Et non, les arts martiaux chinois n'arrivent pas directement de Pékin au Cameroun ou ailleurs. Ils passent par Hong Kong et ses films, ils passent par l'Afrique du Sud via des sociétés taïwanaises, par des trajectoires postcoloniales franco-vietnamiennes, par des diasporas africaines en Europe, puis ils sont rejoués localement. Et c'est ce qui m'intéresse véritablement, ce sont principalement ces points de contact, ces décalages et ces détours. Le deuxième corpus théorique renvoie à la question de la gentilité africaine avec des auteurs comme Jean-François Bayard, Anthony Giddens, Sherry Hortner. Et plutôt que de penser les sociétés africaines comme des simples réceptrices des influences chinoises, l'enquête part de l'idée qu'il y a des appropriations situées, des réinventions locales, à partir de fragments circulants, qui sont les maîtres, les pratiquants, les responsables de clubs ou des fédérations qui se créent et qui ne font pas que copier des modèles venus d'ailleurs, mais qui au contraire font une sélection pertinente, en tout cas pertinente dans leur contexte, de certains éléments, en laissant évidemment d'autres de côté, et qui les articulent à leur biographie, à leur projet, à des enjeux de genre, de génération, de respectabilité, etc. Et c'est cette capacité à récompenser à recomposer des pratiques et des récits depuis ce qu'on appelle les périphéries que je mets au centre. Et enfin, le troisième ancrage théorique que j'ai retenu, c'est celui du courtage culturel, tel qu'il avait été travaillé par Thomas Birschenk et d'autres, qui permet de nommer une figure qui apparaît constamment dans le matériau, celle du courtier, que j'ai aussi, dans le cadre des arts martiaux, développé comme étant une figure de facilitateur. C'est une sorte de médiateur hybride, avec très souvent un ancrage fort en Afrique, mais qui vit ailleurs. Et ce sont par exemple les boursiers formés en Chine, ce sont les maîtres qui ont séjourné au Temple Shaolin, ce sont certains cadres de fédération, parfois des promoteurs de festivals panafricains, et dans une moindre mesure aussi les responsables d'Institut Confucius, qui parfois prennent des initiatives personnelles. Et tout ça, ça traduit évidemment des ressources chinoises, évidemment, formation, certificats, symboles, etc. Mais ça les traduit en capitaux locaux et que ce soit en termes de prestige, de position, de revenus, ce sont des éléments qui vont être après réinterprétés, réinvestis dans le local. Un exemple très parlant peut-être est celui de la présence du Temple Shaolin au Cameroun via ces réseaux qui fonctionnent à la fois comme une institution très localisée, et qui marche aussi par moments comme une vitrine transnationale de la Chine et de ce que ces réseaux appellent le vrai kung-fu. Donc en combinant ces trois perspectives, histoire connectée, agentivité et courtage culturel, je peux déplacer le regard par rapport à une métrique souvent floue de l'influence chinoise en Afrique, symbolisée par l'usage trop souvent récurrent du terme de soft power, qui est parfois un peu vide. Et plutôt que de mesurer cette influence de la Chine en Afrique, il s'agit de suivre des circulations, d'entrer dans le détail des appropriations et de voir comment la diplomatie culturelle chinoise est en partie reconfigurée, parfois même inversée par des acteurs africains qui se proclament eux-mêmes comme des relais ou des représentants légitimes de la Chine. Sur le plan empirique, il s'agit donc d'une ethnographie multisituée qui a alimenté ce travail avec un cœur de terrain, comme je vous l'ai dit, au Cameroun, principalement dans les grandes villes, mais aussi dans certaines plus petites périphéries, donc Yaoundé, Douala, Bafoussam, prolongé par des enquêtes au Gabon, des matériaux qui viennent aussi de Zambie, d'autres pays africains, une approche des institutions chinoises, notamment des archives. Le corpus de la thèse combine environ 70 entretiens semi-directifs de 1 à 3 heures avec des maîtres in situ, des pratiquants, des responsables de clubs, des cadres fédéraux, aussi des acteurs institutionnels. J'ai utilisé plusieurs centaines de sources différentes, notamment les archives du CIO, les décisions ministérielles au Cameroun, les correspondances, les diplômes, les tracts
les photos d'époque et aussi les sources d'époque des premiers maîtres, ainsi que des observations ainsi que des observations participantes dans des clubs, des stages, et un matériau numérique important, notamment à travers une ethographie que j'ai fait autour d'une trentaine de groupes WhatsApp qui sont devenus des véritables relais d'information et dont j'ai appris à appréhender l'usage. Donc à travers ça, j'ai pu avoir accès à plusieurs milliers de messages. Et ces groupes relient justement les maîtres camerounais, gabonais, congolais, sud-africains avec la Chine, parfois avec l'Europe, et servent véritablement de laboratoire à toute cette mise en économie, à toute cette agentivité africaine à travers les arts martiaux chinois. La pandémie de Covid-19 a évidemment limité passablement les enquêtes en Chine, même si j'ai pu quand même mener des observations à Canton ou à Shaolin, euh, mais plutôt dans un deuxième temps, au moment de la réouverture de la Chine en 2000, autour de 2023. Alors, la première série de résultats, le premier ensemble sur cette circulation des arts martiaux chinois, nous, nous fournit les composantes suivantes. D'abord, une présence des arts martiaux chinois, on l'a vu, qui est ancienne. Des instruments chinois bien identifiés sur place, Institut Confucius, Bourse, présence de l'IWUF, temple de Shaolin, mais à l'impact souvent discontinu et de nature très différente et désarticulée. On voit qu'il y a un décalage entre les réseaux, les centres culturels et la sportivisation notamment, avec évidemment, en fonction des différents pays, un curseur qui va être plus haut sur l'un ou l'autre de ces trois éléments. Des scènes locales d'arts martiaux qui par contre sont très denses, qui ne se limitent pas simplement aux arts martiaux chinois, mais où ces arts martiaux chinois sont souvent venus s'agglomérer à une présence déjà très forte des arts martiaux japonais, du judo, du karaté, du taekwondo, mais aussi du MMA, et où les arts martiaux chinois deviennent une ressource, parfois parmi d'autres, pour certains de ces acteurs. Et évidemment, un ensemble d'acteurs africains qui se positionnent comme facilitateurs, courtiers ou entrepreneurs euh, au cœur de ces circulations. Donc, si on reprend l'hypothèse 1, on peut vérifier que les arts martiaux chinois circulent au Cameroun et en Afrique centrale depuis les années 70, que cette circulation est principalement liée d'abord à des mouvements liés aux médias et aux diasporas. Le cinéma hongkongais, je l'ai dit tout à l'heure, Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, qui jouent un rôle décisif. On retrouve les mêmes scènes que dans d'autres villes d'Afrique au Cameroun, des salles de quartier à l'époque où les jeunes découvrent un langage, une gestuelle de justice populaire, de puissance corporelle, de contestation sociale à partir de ces films, qui ne sont pas joués par des Occidentaux, et ils s'approprient ces postures, ces cris, ces gestes d'une façon très spontanée. On peut penser ici au travail de Jedlowski sur le mouvement Zigei et cette mode autour du mouvement Zigei à Abidjan. On voit aussi très tôt au Cameroun l'intérêt que suscitent ces arts martiaux à travers le film Connection d'Alphonse Bény au milieu des années 1980, dont on voit l'affiche sur la gauche du slide, qui constitue un moment important. C'est plus seulement le kung-fu qui est apporté, c'est le Cameroun. Donc de nouveau, on retrouve cette volonté d'un double mouvement, et là, bien avant les politiques chinoises. Et dedans, on y retrouve des codes hybridés entre les codes hongkongais, avec un peu l'art francophone et des situations sociales camerounaises. Donc on a vraiment le fruit de cette hybridation qui m'intéresse ici. Dans le même temps, les trajectoires des premiers pionniers, comme certains maîtres chinois qui commencent à circuler en Afrique, sont observables. On peut penser à maître Di Guiyong, qui est venu à la fin des années 80, qui est un maître qui est ensuite enseigné à l'Université du sport de Beijing, à TU Daxue, et qui était de- probablement pas le premier maître chinois, mais en tout cas le premier maître chinois dont j'ai pu avérer la présence sous la forme de séjours relativement longs au Cameroun et qui montre à travers sa présence que le Kung Fu arrive dans un paysage martial, comme je disais, déjà très occupé, car c'est un club qui est plutôt orienté sur les arts martiaux japonais qui l'accueille à l'époque. Euh, et que ces arts martiaux chinois, gentiment, commencent à rentrer en compétition ou en combinaison avec d'autres répertoires martiaux, ce qui va contribuer à définir ce que sera
localement le maître de Kung Fu et quelle image il commence à se forger euh, au Cameroun et en Afrique. Les deuxièmes résultats sont, eux, associés à ma deuxième hypothèse sur les dispositifs de diplomatie culturelle portés par les institutions chinoises existantes, dont je disais que l'impact était très variable et casser un peu cette image d'une diplomatie chinoise efficiente et bien huilée qui serait très, très uniforme sur toute l'Afrique. On voit au contraire des grandes différences. On retrouve parmi les principaux dispositifs des figures bien connues de la présence chinoise en Afrique, les instituts Confucius notamment, qui jouent vraiment un rôle important, et de façon plus originale, le temple Shaolin, qui a développé en 10 ans une présence forte en Afrique, mais aussi les fédérations internationales qui proposent des programmes pour les États africains, des programmes pour demander des subsides, pour demander des financements et aussi la mise en place, comme je le disais, de différents systèmes de bourses. Peut-être la plus emblématique d'entre elles reste la bourse Shaolin. Elle est de nouveau assez représentative de cette volonté de, d'a- de créer des ambassadeurs culturels, car elle est composée d'un séjour en règle générale de 3 mois. Elle concerne 7 pays d'Afrique qui peuvent ne pas être les mêmes d'une fois à l'autre avec une vingtaine de boursiers, donc plus ou moins 2 à 3 boursiers par pays, qui vont pendant 3 mois séjourner au temple, apprendre le kung-fu. Alors, en règle générale, les gens qui sont choisis dans les pays pratiquent déjà le kung-fu, pas souvent ou rarement les formes Shaolin. Donc, ils vont partir là-bas apprendre ces formes, mais ils vont aussi apprendre quelques mots de chinois et se former dans une certaine mesure à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on voit là aussi cette volonté de plutôt proposer un panorama de la culture chinoise que véritablement d'amener à une formation qui serait une formation de haut niveau bien que ces bourses sont certifiantes et que ces certificats ont évidemment une valeur au retour des boursiers dans le local. Au Cameroun, les instituts Confucius, donc, à certains moments, ont associé l'apprentissage, par exemple, du mandarin à la découverte des arts martiaux. Dans ce cas-là, il s'agissait d'une volonté spontanée d'un des maîtres d'un des profs de chinois, qui a proposé en fait d'apprendre de 2014 à 2017, d'apprendre le tai chi à ses étudiants. Donc là aussi, je constatais à l'époque de nouveau une plus grande liberté et souvent des initiatives personnelles à l'intérieur même de cette diplomatie culturelle qui déborde du simple programme qui serait harmonisé ou organisé. Les démarches auprès de la Fédération africaine de Wushu, les tentatives aussi d'envoyer des athlètes en compétition marquante, tout ça, ça a plutôt été relayé aux fédérations locales qui, elles, ont pu aussi, sporadiquement, et quand elles faisaient les démarches, obtenir de l'aide de la part de la Fédération internationale. Donc, on voit que les circuits officiels existent, mais qui sont aussi extrêmement liés à ce qu'en font les circuits ou les organismes nationaux. C'est très présent au sein des différentes fédérations en Afrique et on voit justement, en fonction de la diligence de ces fédérations, à quel point les pays se développent et développent surtout la partie sportive des arts martiaux. On peut penser au Sénégal, qui est vraiment le bon élève pour ça, mais aussi au Gabon, à la Côte d'Ivoire. Et dans d'autres pays, on voit que ces éléments sont pris d'une façon beaucoup plus confuse qui n'est pas nécessairement dénué de sens, mais qui au contraire correspond à une logique et à une forme de réorganisation dans le contexte local du pays. Donc quand on regarde aussi les archives ou les trajectoires, on constate que ces dispositifs sont souvent discontinus, qu'ils ne durent pas dans le temps de la part des institutions chinoises, mais aussi de la part des institutions locales qui en bénéficient. On peut penser aux cotisations en retard des fédérations, à l'irrégularité des calendriers de compétition, aux invitations qui sont sans suite, euh, mais aussi, je le disais, à ces séjours à Shaolin qui sont souvent courts et peu structurants en fin de compte à l'échelle nationale. On a donc, pour le dire simplement, une visibilité symbolique élevée de la présence chinoise
mais une efficacité organisationnelle qui est limitée dans la construction des filières sportives stables, qui est principalement ce qui intéresse la Chine dans sa quête de rendre les arts martiaux chinois olympiques. On peut reprendre cette phrase d'un pratiquant rencontré à Douala qui dit, franchement, si on attend la Chine, on ne fait rien. Ce sont les maîtres ici qui tiennent la maison. Et par ces maîtres, il faut penser évidemment d'une part aux courtiers, aux facilitateurs dont je parlais tout à l'heure, les plus implantés, mais aussi et surtout aux premières et deuxième générations de maîtres qui ont commencé justement dans les années 70 et 80. On a quelques photos que j'ai prises, à part la première. La première est une compétition officielle nationale en haut à gauche. On voit ensuite tout en haut, on voit différents terrains d'entraînement qui symbolisent bien cet accès aux moyens. Donc tout en haut à droite, il s'agit d'une commune en périphérie dans l'ouest qui s'entraîne dans une maison qui est prêtée par la mairie, qui s'entraîne donc devant la maison sur le sable. Il fait souvent assez chaud. L'accès aux entraînements n'est donc pas aisé et doit se faire à certaines heures. Juste en dessous, on voit une salle à Douala qui est bien plus équipé, qui a intégré les arts martiaux dans un cadre de centre de formation multisport de combat et qui a intégré les arts martiaux chinois dans ce cadre-là. Donc il y a un prof qui est issu des bourses de Shaolin qui enseigne à l'intérieur, parmi d'autres disciplines qui sont enseignées. Le centre est très développé, contient des dortoirs et est géré par un franco-camerounais. Et donc, il y a vraiment ici une volonté, par contre, d'avoir un centre qui est très professionnalisant, où les arts martiaux chinois n'apparaissent que comme une composante de cette volonté. Tout en bas à gauche, on a l'équipe de Sanda du Gabon, qui là aussi a accès à un matériel qui est plus ou moins standard et qui correspond aussi passablement au niveau. C'est une des meilleures équipes d'Afrique en Sanda qui a fait souvent des résultats au championnat du monde. Et là où on voit aussi que l'accès, le curseur est plutôt mis sur la sportivisation. Et tout en bas à droite, on a des jeunes pratiquants qui s'entraînent donc sur des sur des planches de bois d'un chapiteau qui en fait est un chapiteau qui est devant un centre omnisport qui est laissé en permanence et qui accueille des festivités, qui n'est pas du tout en tout cas pensé pour la pratique des arts martiaux. Et il s'agit de pratiques plus traditionnelles en bas à droite avec justement un boursier, deux enseignants dont l'un est un ancien boursier de Shaolin et l'autre a appris en Arabie Saoudite lors d'un séjour de plusieurs années là-bas avec un maître chinois expatrié. Donc voilà, on a ça permet de voir différentes réalités de ce que sont ces clubs et ces zones d'entraînement. Alors, je vais maintenant revenir plus particulièrement enfin, avant de revenir plus particulièrement surtout aux résultats qu'offre le terrain camerounais, je voulais ouvrir le cadre et dire quelques mots des circulations panafricaines dont je parlais au début et aussi de ces réseaux panafricains. On a des véritables réseaux qui sont transnationaux autour des arts martiaux chinois, qui sont constitués autour des arts martiaux chinois et, et des premières politiques culturelles chinoises, mais qui aujourd'hui sont complètement indépendants, même ils continuent évidemment à avoir des contacts avec certains officiels chinois. Euh, le matériau de thèse que j'avais, complété aussi par un travail plus spécifique sur les facilitateurs au Cameroun, au Gabon, montre que les arts martiaux chinois ne circulent pas simplement entre Pékin et les pays africains, mais ils circulent aussi, donc, comme je l'ai dit, entre pays africains eux-mêmes. Et l'un des reliefs principaux, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la nettographie, c'est les fameux groupes WhatsApp, qui, au-delà d'être simplement des groupes, sont des véritables laboratoires de projets permettent de mettre en avant et de tester l'intérêt pour des événements à venir, parfois à l'ambition nationale, mais très souvent à l'ambition continentale. Et on voit depuis 2 3 ans une multiplication de ces projets qui n'aboutissent pas nécessairement, mais en tout cas qui prennent naissance sous forme de projets
dans des pays multiples et variés, avec très souvent aussi à l'intérieur de ces groupes WhatsApp, des membres de ces groupes qui apparaissent dans plusieurs de ces groupes régionaux ou transnationaux. Donc il y a vraiment là aussi une forme de professionnalisation qui se crée à l'échelle panafricaine, avec quand même une forme d'entre-soi, parce qu'on retrouve à la tête de ces projets, on retrouve très souvent les mêmes profils, les mêmes personnes. Le Gabon est un très bon observatoire malgré la petitesse du pays. C'est un pays qui a passablement de moyens par rapport à ses voisins. Libreville et Port-Gentil sont une escale importante et un lieu de passage de ces projets, des circulations aussi de personnes transnationales. Il y a pas mal de maîtres qui se sont formés ou qui sont passés par le Gabon à un moment ou un autre dans leur parcours, avant peut-être d'aller en Chine. Le lien entre le Gabon et la Chine est aussi plus marqué qu'au Cameroun, notamment, et je vous présentais tout à l'heure Luc Benza, l'artiste martial, qui a fait aussi beaucoup pour son pays, notamment en envoyant des experts dans les années 90 et dans les années 2000, et qui facilite dans une certaine mesure euh, ce lien avec la Chine et qui aussi lui-même est porteur d'un certain nombre de projets. Aujourd'hui, donc, certains des maîtres gabonais qui ont bénéficié des contacts de Luc Benza occupent des positions dans les fédérations et deviennent des intermédiaires dans ces réseaux nationaux, entre Libreville, Yaoundé et d'autres capitales africaines, et se mettent à incarner cette figure de facilitateur qui va donc se situer entre la diplomatie culturelle chinoise, les intérêts personnels et souvent des projets à l'ambition panafricaine, avec le plus souvent un ancrage en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc on a vraiment une reconfiguration qui d'abord va concerner l'Afrique sur ces projets et qui ensuite va tout azimut aller chercher des relais. Souvent, c'est ces relais-là qui vont faire la faisabilité des événements autour des arts martiaux chinois. Puis, dans un, dans un troisième temps, suivant les retours, suivant l'intérêt rencontré, vont pouvoir donner vie à ces projets. Ces circulations ne sont pas simplement physiques, hein, les groupes privés de mettre sur WhatsApp ou Facebook auxquels j'ai pu accéder à certains moments, de n'avoir un Afrique martiale qui est véritablement en train de se construire. Euh, et c'est l'accès à ces bourses, de plus en plus de choses s'ouvrent et ne sont plus gardées que nationalement. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le FADAM, qui a été un peu peut-être le précurseur, à part les Nuits des arts martiaux et peut-être la Coupe de l'ambassadeur qui existe dans plusieurs pays, qui est une coupe qui est organisée une fois par année sur les arts martiaux chinois et parrainée par l'ambassadeur de Chine local. Mais le FADAM en 2018 constitue véritablement le premier festival africain des arts martiaux. Je voulais juste en dire aussi deux mots, puisqu'il a été fondé par Dominique Satnan, qui est parfois présenté comme le Bruce Lee africain. C'est une figure typique de l'entrepreneuriat martial. Il a été formé au temple de Shaolin. Il capitalise beaucoup sur ce parcours sino-africain pour lancer au Cameroun en 2018 ce festival qui combine démonstration, compétition, mais aussi forum économique avec des acteurs et des partenaires chinois et africains. Et une deuxième édition aurait dû avoir lieu en 2023 sous pourtant un fort patronage politique. Elle a été annulée quelques semaines avant sa tenue et cela montre à nouveau une certaine difficulté à pérenniser encore ces projets très ambitieux panafricains. Je vous ai parlé des Nuits des arts martiaux, mais il y a peut-être un élément qui est encore plus singulier, qui lui concerne Shaolin. Depuis 2024, la Zambie a ouvert donc un temple Shaolin et elle a organisé sa propre coupe, la Coupe d'Afrique de Kung Fu. Et là où c'est très singulier, et ça en dit beaucoup sur ces réseaux informels, notamment ce réseau qui s'est constitué à travers ces boursiers Shaolin, c'est que cette coupe, par exemple, au Cameroun, le calendrier fait que la Coupe d'Afrique de Wushu et cette coupe en Zambie était exactement à la même période.
et certains pays ont préféré participer à cette coupe qui est beaucoup plus informelle que de participer à leur championnat continental. Donc ça en dit long aussi de toutes de tous ces réajustements, l'arrivée de ces nouveaux acteurs et l'importance que prennent peu à peu ces réseaux. Ce qui est intéressant, c'est que des circuits officiels de la diplomatie culturelle chinoise qui coexistent, qui se croisent, qui se concurrencent, doivent aujourd'hui négocier avec des circuits informels portés par des acteurs privés ou semi-privés, qui sont en fait véritablement très souvent les initiateurs des projets. Si on faisait une pyramide, on aurait d'un côté la fédération internationale, la fédération africaine, tout ce qui est très structurant, les fédérations nationales, et aussi peut-être certains festivals. Et puis de l'autre, on aurait justement des organismes beaucoup plus insituables, comme le FADAM, mais aussi comme ces coupes Shaolin, ces nuits des arts martiaux, et puis tous ces spectacles qui, eux, sont vraiment le symbole de cette agentivité, de cet entrepreneuriat martial qui n'attend pas sur la diplomatie culturelle chinoise pour prendre forme. Je vous parlais de la figure des facilitateurs que j'ai étudiés. Ils jouent sur plusieurs tableaux parce qu'ils ont la force de s'appuyer sur la légitimité de la Fédération africaine et de l'IWF pour obtenir des soutiens ou des autorisations. Ça, ils l'obtiennent souvent par leur profil international d'anciens athlètes, d'acteurs, comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'autres figures reconnues. Mais il montre aussi des projets qui en débordent largement en travaillant avec des ministères africains, des sponsors privés, des partenaires chinois privés. Dans certains cas, ils organisent, comme je le disais, des forums économiques en marge de démonstration ou d'autres projets qui dépassent très largement le cadre des arts martiaux chinois. Dans d'autres, il s'associe aussi avec des projets universitaires. On peut penser au Cameroun, où le nouveau directeur le nouveau président de la Fédération camerounaise a lancé une formation universitaire de médecine chinoise, qui est principalement axée et tirée justement des formations sur le modèle des formations qu'il a lui-même reçues à Shaolin. Donc, on voit cette capacité à utiliser des programmes existants et à les réarticuler à nouveau dans le contexte local. Et je me souviens aussi, là c'était un peu plus farfelu, d'un appel via les groupes WhatsApp pour faire un casting, une sorte de grand casting qui cherchait des figurants ou des cascadeurs pour des projets cinématographiques à venir, qui avaient été organisés justement par l'une de ces figures de facilitateurs. Donc on a des projets qui sont singuliers et très différents les uns des autres. Ce niveau panafricain, ça permet aussi de nuancer l'idée d'un soft power chinois descendant du centre, comme je le disais, vers des périphéries nationales. On observe plutôt un enchevêtrement de relais où des entrepreneurs africains du Kung Fu se présentent comme amis de la Chine, mais pilotent leurs propres réseaux continentaux avec leurs propres agendas. Alors, je reviens maintenant de façon plus détaillée sur le Cameroun. On est presque à la fin, qui restait donc le cœur de ma thèse. Là, j'ai pu observer évidemment plus spécifiquement tous ces éléments. Un premier point d'observation, ça a été la FECACUDA, la Fédération camerounaise. Elle est singulière, elle est assez représentative de ce que je viens de dire. Elle apparaît comme un espace d'intermédiation traversé par des rapports de pouvoir, de concurrence interne et d'arrangements locaux. Elle produit des signes de conformité administrative. Elle est inscrite au ministère des Sports. Elle a des statuts, un organigramme, des affiliations internationales. Donc tout cela fonctionne comme preuve de son existence, en tout cas vis-à-vis des autorités officielles. Dans les entretiens, par contre, cette dimension est très souvent résumée de façon assez crue par son manque de sérieux. J'ai notamment un responsable d'un club affilié qui m'expliquait, la fédération, elle vient quand il faut prendre des photos, mais pour le matériel, c'est chacun pour soi. On voit bien là les tensions entre une fédération qui assure une visibilité institutionnelle et qui devrait, s'il y a des demandes de matériel, notamment à travers les programmes d'aide de la Fédération internationale, qui devrait être en charge de faire la demande,
et qui vient, selon cet enquêté, simplement pour être prise en photo et montrer qu'elle est active et qu'elle visite les clubs. En même temps, cette conformité formelle ne se traduit pas automatiquement par un champ compétitif structuré. C'est pas parce qu'elle existe qu'elle organise, pour le dire autrement. Les calendriers sont irréguliers, les équipes nationales rarement envoyées en compétition. Pour preuve, justement, des compétitions comme l'Africa Cup dont je parlais tout à l'heure, qui vont être préférées à des compétitions officielles. Euh, on est en face de ce que je qualifie une sportivisation inachevée au Cameroun. Le sport sert davantage de ressources de légitimation et de négociation que d'horizon de performance sportive au sens strict dans le champ des arts martiaux chinois. Et donc, c'est principalement un marchepied vers autre chose. Ce cas illustre bien comment les dispositifs chinois et camerounais s'articulent. La fédération met en avant ses affiliations avec les WUF ou avec la fédération africaine comme ressource politique pour négocier des subventions, des reconnaissances, des positions, plutôt que pour faire tourner véritablement une machine sportive qui serait purement axée sur la compétition, comme le souhaiterait pourtant la diplomatie culturelle et sportive chinoise. Au-delà des institutions, le terrain montre très clairement une mise en économie progressive des arts martiaux chinois. Et c'est en ça qu'ils vont vraiment être réarticulés localement. Cette mise en économie touche aussi la question évidemment de la légitimité à travers ça la question des grades et des ceintures. Et là aussi, on a des exemples de ces flottements qui sont très intéressants. Un instructeur raconte par exemple, j'ai eu une ceinture noire à Yaoundé, mais quand je suis allé à Douala, on m'a dit que ça ne valait rien. Un autre pratiquant senior ajoute, il y a des anciens qui vendent des ceintures et les grades, mais on les respecte parce qu'ils ont tout commencé. Donc on voit bien que cette légitimité notamment celle des ceintures, qui devrait être, enfin, qu'on pourrait imaginer structurante pour codifier le champ, euh, n'est d'une part pas respectée et reconnue, et d'autre part est mise en second plan par rapport à la réputation. On le voit dans l'exemple des anciens, où peu importe qu'ils distribuent des ceintures par amitié ou par arrangement, on leur doit quand même le fait de pouvoir pratiquer les arts martiaux chinois en Afrique et au Cameroun. Donc, ça n'enlève pas leur crédit. Ces deux phrases, donc, elles disent bien l'instabilité aussi des référentiels de légitimité. Une ceinture peut valoir ou ne pas valoir. On peut monétiser les grades. Euh, et en fin de compte, le plus important reste qu'on s'entend entre soi, entre les différents acteurs, pour considérer que après tout, ce n'est qu'un outil de légitimité dans un projet personnel professionnalisant et pas la finalité de toute chose. Les clubs de quartier fonctionnent avec des cotisations, des examens, des stages payants. Certaines écoles proposent des ateliers de bien-être, de qigong, de médecine traditionnelle. Là aussi, on voit de nouveau cette multiplication des activités avec des certificats qui deviennent des véritables labels marchands et là aussi qui sont souvent euh, imités des certificats qui ont pu être obtenus par différents acteurs du secteur en Chine. Des praticiens combinent enseignement, démonstration, prestations comme agent de sécurité dans l'événementiel, notamment dans les concerts, dans les meetings politiques, le capital corporel, le corps entraîné, les techniques, mais aussi le capital symbolique, la possibilité d'avoir voyagé en Chine, la référence à Shaolin, aux arts martiaux authentiques, sont convertis en revenus, en réseau et en respectabilité locale. Il ne s'agit pas d'un marché homogène, mais d'une multitude de micro-dispositifs où les acteurs bricolent avec ce qui circule et avec les éléments auxquels ils ont accès. Enfin, on observe une multitude donc, de ces bricolages rituels et narratifs. Dans certaines écoles, des éléments de cérémonial Shaolin, des iconographies chinoises, des chants africains, des références chrétiennes ou musulmanes se côtoient. Les maîtres recomposent des lignages, inventent des généalogies martiales, articulent des récits de conversion morale, de réussite économique à travers les arts martiaux. Ces bricolages ne sont pas des copies ratées du modèle chinois, ce sont véritablement des réinventions situées qui répondent à des enjeux locaux d'agentivité.
Et ils peuvent avoir comme but de discipliner une jeunesse, de construire un espace de reconnaissance masculine, de trouver une position professionnelle. Ils prennent comme ça différents usages. C'est ce que j'ai appelé dans la thèse une forme de diplomatie culturelle inversée. Je le disais, les ressources chinoises sont utilisées pour négocier des positions, produire des récits sur la Chine, mais aussi sur soi, dans un jeu où le centre n'a plus le monopole de la narration, le centre étant ici évidemment la Chine. J'en arrive à, à ma discussion finale et aux apports sur la présence chinoise en Afrique de mon travail. Il y a quatre apports que peut proposer ma recherche. Le premier, c'est que le cas des arts martiaux chinois montre que les présences chinoises en Afrique ont une profondeur historique qui ne se limite pas aux politiques officielles. Il y a une histoire africaine des arts martiaux chinois qui passe, on l'a vu, par différents éléments et par différents relais, et aussi par des circulations diasporiques et par des initiatives individuelles. Deuxièmement, mon travail invite à déplacer le paradigme de la Chine-Afrique plutôt que de penser en termes de domination ou de dépendance ou d'asymétrie. Il s'agit de regarder les espaces de négociation, les marges d'invention, ce que les Camerounais, les Gabonais, les Congolais font de ces ressources chinoises, comment ils les recyclent, les détournent, les associent à d'autres répertoires, et pas simplement comment ils les subiraient. Troisièmement, mon travail propose une autre manière de penser le soft power. Plutôt que de mesurer l'influence de la Chine en termes d'attraction ou de répulsion, l'enquête met aussi en évidence une diplomatie par le bas de ces politiques culturelles, où des courtiers africains coproduisent l'image de la Chine et des arts martiaux chinois, parfois en tension avec les agendas officiels, mais toujours dans une création qui leur est propre. Enfin, mon travail rappelle aussi que l'Afrique n'est pas seulement un réceptacle, mais aussi un espace de production de normes et de savoir. Ça rejoint un peu cette question du vrai ou du faux kung-fu. En observant les arts martiaux chinois à partir du Cameroun et de leur circulation panafricaine, on voit se dessiner une théorie de la mondialisation culturelle qui refuserait l'idée d'homogénéisation. Ce qui circule par nécessité se transforme, les pratiques culturelles en tant que d'autres choses, et ces transformations sont produites en partie depuis les marges et plus depuis le centre. Je vais m'arrêter ici. Je suis ravi maintenant de répondre à vos questions et de revenir sur des éléments plus précis ou sur des exemples que vous souhaiteriez approfondir. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup, moi, pour cet exposé qui a été mené de main de maître, sans respirer, ni même vous abreuver 30 secondes pour relancer la machine. C'est là où on voit l'athlète, l'athlète du corps et de l'esprit, donc. Je ne cache à personne que j'ai été très intéressé par la thèse au jury de laquelle j'ai pu participer et que c'est pour ça que j'ai demandé à Alexandre Matisse de venir ce matin vous porter la bonne parole parce que je pense que ce qui, si j'avais qu'une seule chose à retenir de cet exposé, c'est pas tellement l'aspect arts martiaux. C'est beaucoup plus les hypothèses que vous avez énoncées, les trois hypothèses, hein. Et surtout les deux premières. D'abord, le fait qu'il faille se référer à ce qu'on appelle traditionnellement en Chine l'histoire sauvage, hein, qui est donc toute cette histoire qui n'est pas autorisée, comme diraient les Anglais, hein, mais qui est en fait un trésor pour les personnes qui veulent, pour les chercheurs qui veulent avoir une approche non pas purement politique, mais une approche anthropologique. C'est-à-dire qu'on va trouver là-dedans c'est tout un réservoir d'informations avec des bonnes comme de mauvaises interprétations. On va trouver le pire comme le meilleur, mais c'est ce qui va donner de la vie à cette histoire officielle. Et donc, c'est le rôle du chercheur à ce moment-là que de faire le tri entre ce qui est utilisable et inutilisable. Mais c'est effectivement, du point de vue méthodologique, très très important de souligner qu'à côté du discours officiel mainstream, hein, il y a un discours parfois hétérodoxe qui est une richesse profonde et qui a une valeur explicative.
puisqu'on parlera, vous parlez en économie par la suite, hein, ça revient à tout le discours autour de l'économie de marché. Hein. L'économie de marché vue par les économistes mainstream et l'économie des marchés, qui est en fait une sociologie vue par les socio-économistes. Donc, ce sont deux aspects, deux entrées, et il ne faut surtout pas oublier cette histoire sauvage. Alors la seule chose, la seconde chose qui ici, à laquelle nous sommes très sensibles, c'est ce que vous appelez agentivité, que nous nous efforçons en mettant un accent sur la francophonie et sur sur la primauté de, d'Olivier Jean-Pierre Sardan, hein, agencéité. Bon, donc en fait, euh, le travail que nous avons fait dans ce séminaire depuis un grand nombre d'années nous a très rapidement amené à nous interroger sur l'initiative, l'esprit d'initiative que l'on pouvait trouver en Afrique. Et on l'a trouvé, si vous voulez, également ici, dans cette histoire non officielle, hein, dans cette histoire sauvage. C'est-à-dire que les anecdotes que l'on pouvait raconter à propos des grands projets chinois en Afrique, de l'activité des présences chinoises en Afrique, à côté de cette histoire-là, il y avait une autre histoire qui remettait tout en perspective, même quand ça ne remettait pas les choses carrément en question ou les interprétations en question. Donc, et le troisième élément, c'est, dirons-nous, le fait que ces éléments-là ne tombent pas brutalement et figés, ils sont l'objet d'un retravail, et effectivement, et éventuellement aussi d'une commercialisation, d'une mise en économie. Donc, si vous voulez, rien que cette diapositive euh, mérite pour les doctorants qui peuvent se trouver ici, d'être présente en permanence à leur esprit pour leur dire comment ils doivent un petit peu guider leurs pas. Rien que pour ça, disons que c'était intéressant de vous avoir aujourd'hui. Alors, à côté de ça, j'ai trois questions. Deux, quelle est la place des femmes là-dedans? Hein, et dans quelle mesure euh, le kung-fu, enfin, pardon, les arts martiaux chinois, les arts martiaux, du même dépassant le cadre de la Chine, ont-ils ou non euh, touché un public féminin et dans quelle mesure ce public féminin peut trouver sa place, parce que ça aussi, ça pourrait faire partie, dirons-nous, de la réflexion sur la gentilité, sur l'agencéité. Hein. Euh, Disons qu'on a quelque chose, bon, le mec, gros bras, gros muscles, boum, boum, boum. Et puis d'autre côté, ben, s'il n'est pas impossible que ça puisse aussi servir euh, à la promotion, dirons-nous, de certaines formes d'activités informelles, de même que l'on peut les trouver sur les marchés africains, où bien souvent la femme a un rôle plus important que ce que l'on peut montrer, mais exactement comme c'était également autrefois aussi en Chine. Alors, il y a un sujet également euh, que vous avez fait qu'effleurer à la fin, c'est le problème des normes, la définition des normes en Afrique. Ça, c'est également un thème que nous avons plusieurs fois abordé et on va le réaborder le 17 décembre ici. C'est le problème de la fabrication des normes. Et donc là, vous avez suggéré que l'Afrique, à propos des arts martiaux, fabriquait des normes et que ces normes, elle essayait de les diffuser. Alors là, j'aurais aimé avoir des exemples un petit peu plus concrets pour voir comment elle participe par ce biais à la mondialisation pas, pas seulement des arts martiaux, mais peut-être d'une manière plus générale, car aujourd'hui, la réflexion, c'est surtout dans quelle mesure la Chine participe à la création de normes et par sa présence économique arrive à imposer ces normes, comme le font les autres pays, mais elle devient un partenaire supplémentaire. Mais bien souvent, on ne voit pas dans quelle mesure
les pays récipiendaires de ces normes peuvent eux-mêmes les travailler pour les réexporter. Et ça, c'est certainement une réflexion qui est à entreprendre. Et à partir de votre approche, j'aimerais que vous avanciez un peu. Et puis, il y a le dernier problème que je ne peux pas ne pas évoquer avec vous, qui est le problème de la profondeur historique. Vous avez tout à fait, dès le départ, signalé que vous ne remontiez pas loin dans le temps parce que ce n'était pas votre sujet. Mais à partir du moment où on a quand même une volonté d'influence culturelle, et avec les formes de l'influence culturelle que la Chine peut vouloir euh, exercer en Afrique, il y a ce problème de la guerre des boxeurs, hein, dont je vous avais déjà parlé, en ce sens qu'elle cristallise tout un certain nombre d'éléments. Alors effectivement, les arts martiaux euh, qui permettent de constituer une armée invincible qui doit se battre contre les Occidentaux. Or, ça revient tout à fait dans l'espèce d'atmosphère intellectuelle qu'on a, par exemple, dans les films qui ont les loups combattants, etc. Et toute une série, je crois qu'il y aura trois autres films qui sont dans le même état d'esprit, où la Chine, sa culture, va permettre aux Africains de lutter contre les Occidentaux. Alors, là, c'est dans quelle mesure l'activité pourrait. Bon, on a vu le, que l'influence culturelle par les voies telles qu'elles avaient été pratiquées de façon officielle, le résultat était moyen. Trois instituts Confucius, on en ferme deux. Ça montre qu'à un endroit, ça n'a quand même pas marché comme on l'espérait. Mais il peut y avoir d'autres voies et vraisemblablement le cinéma est de ce point de vue-là quelque chose qui est certainement plus efficace. D'ailleurs, on a bien vu que l'industrie cinématographique, pas cinématographique, mais la production de séries pour la télévision était plutôt bien reçue. Donc là, il y a peut-être une possibilité de relier l'histoire chinoise officielle, hein, à une diplomatie chinoise actuelle et à encourager quelque chose. Donc ce rôle potentiel de la guerre des boxeurs, c'est quelque chose qui me titille, hein. Et bon, donc c'est grosso modo tout ce que je ne vais pas faire un exposé beaucoup plus long. Je suis très bavard, mais je crois que j'ai à peu près précisé mes réactions et en même temps les questions que je souhaitais vous poser. Très bien, voilà, je vais les reprendre dans l'ordre. En vous précisant d'ailleurs que j'ai rajouté quelque chose sur. J'ai développé un peu la question des boxers dans la version finale que vous découvrirez. Mais alors, sur la question du rôle des femmes, j'ai vraiment effleuré juste l'idée de genre, mais je ne l'ai pas du tout développé. Et je le développe peu dans la thèse pour une raison qui est très claire dans cette thèse-là, mais qui l'est moins pour la question d'Afrique en général. C'est qu'au Cameroun, j'ai rencontré un milieu sportif qui était une sportivisation, pour le dire pour être plus proche des Vegas, qui était qui était pas abouti, qui n'était pas achevé. Et en fait, la présence féminine, des féminines dans les arts martiaux chinois en Afrique, l'est surtout dans les pays qui ont achevé et qui sont à un degré de sportivisation plus élevé que le Cameroun. Alors c'est assez intéressant parce que ça révèle aussi deux choses dans les pratiques dont je parlais, des pratiques qui seraient plus normées, qui sont celles des pratiques sportives, qui vont suivre un encadrement avec des objectifs et des buts qui sont différents, qui sont ceux du résultat, où là les femmes apparaissent parce que des catégories féminines apparaissent dans ces compétitions officielles et parce que ces fédérations qui suivent le canevas de la Fédération internationale
ont à cœur de remplir toutes les sections possibles et toutes les disciplines possibles. Donc les femmes trouvent complètement leur place. Et d'ailleurs, il y a des athlètes féminines en Afrique qui se sont distinguées ces dernières années. C'est pas le cas du Cameroun, parce que le Cameroun, comme on l'a vu brièvement, a vraiment choisi de mettre le curseur sur le kung-fu traditionnel, de ne jamais vraiment achever sa sportivisation, en tout cas de ne pas mettre en avant ou de ne pas donner les moyens aux pratiques du wushu moderne et aux pratiques sportives. Et ça fait que, à part au sein de certains cours, et même là c'était minoritaire, j'ai pratiquement pas rencontré d'apprenants ou d'athlètes féminins au Cameroun. J'en ai vu un peu plus au Gabon. Mais le cadre était différent aussi parce que j'ai par exemple fait d'observations dans des écoles privées qui dispensaient des cours de kung-fu dans leur cours d'éducation physique, dans leur cours de PS. Et donc là, tous les élèves participaient. Mais c'est une excellente remarque et mon hypothèse euh, est que tant que le kung-fu n'est pas structuré, en tout cas dans les pays où il l'est moins, il reste très traditionnel, chapeauté, chapeauté par des habitudes, par des maîtres qui sont là, qui sont ancrés depuis un moment et qui répètent une figure masculine dont vous parliez à travers les films, qui est une figure hyper présente dans les films de kung-fu, même si on peut aussi relativiser cette idée. Il y a aussi des films de kung-fu qui sont très féminins dans le cinéma de Hong Kong, mais plus tard. Et donc, on a véritablement cette position, cette place de la femme qui est complètement laissée de côté au Cameroun, d'où le fait que je parle assez peu, si ce n'est pour dire que les femmes sont quasiment invisibilisées dans la pratique camerounaise, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays d'Afrique. Donc ça, c'est pour la question des femmes. J'ai quand même rencontré une figure féminine qui était importante, il faut le préciser. C'était l'ancienne secrétaire de la Fédération camerounaise, qui était l'une des personnes qui était le plus au clair sur la documentation, sur les démarches qui avaient été faites euh, durant l'existence de la Fédération camerounaise. Donc, donc voilà pourquoi j'en parle peu. Sur la deuxième question, celle de la production de normes, je, je peux surtout répondre à travers l'exemple de la Fédération africaine qui, je pense, est peut-être la meilleure illustration de ça. Elle tente tant bien que mal de reproduire en fait de copier l'organisation de la fédération internationale. Donc, elle produit le même type de réglementation, elle se calque dessus. Et je pense que cette normalisation ne fonctionne pas, ne passe pas les frontières des différents pays. Et c'est d'ailleurs probablement la plus grande difficulté de la fédération africaine qui tente d'imposer systématiquement des normes dans des pays qui n'ont pas dire qu'il n'aurait pas la culture de ces normes, c'est faux, parce que le Cameroun, par exemple, est un pays qui produit énormément de normes, mais les siennes, mais dont en tout cas la duplication de normes imposées ne fonctionne pas d'un pays vers l'autre. Alors, j'en parle très modestement et à l'échelle du fonctionnement sportif dans les fédérations, mais c'est très singulier euh, que c'est probablement le premier frein si on devait souligner un frein au développement des arts martiaux sportifs et qui, je pense, est contre-productif pour la Chine, ce serait justement cette multiplication de normes, de réglementations qui sont complètement inappropriées pour une diffusion du kung-fu en Afrique. En tout cas, pour une diffusion dans les pays où il n'y a pas une forte présence chinoise qui fait ce travail de relais pour normaliser de la façon dont elle souhaiterait que les choses se passent. Et même là, on peut encore discuter véritablement de l'efficacité. Peut-être, je reviens peut-être sur le Sénégal, mais parce qu'il y a des enjeux et c'est peut-être le pays actuellement qui est le plus normé au niveau de cette circulation sportive et culturelle entre la Chine et un État africain. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu un fort investissement, notamment
la construction de l'arène de lutte sénégalaise est un financement chinois. Il y avait une préexistence d'un art martial africain, même s'il y en a d'autres évidemment, mais qui lui était populaire, qui avait un renom mondial. Et il y a un véritable investissement à travers ces Jeux olympiques de la jeunesse qui font que le Sénégal est probablement, du point de vue de cette organisation sportive, le pays qui subit et qui accueille le plus volontiers toutes ces normes de la Fédération internationale et, du partenariat avec la Chine. Et sur la troisième question, celle de, c'est plus une question, je pense, qui concerne, à travers les boxers, ça soulève une autre question qui est plutôt celle d'une vision, et vous avez raison sur la longue histoire, sur la longue période, qui serait celle d'une vision de la place des arts martiaux dans l'histoire chinoise, qui a toujours une place très ambiguë. euh, qui déjà n'a pas la même acception que celle qu'on a aujourd'hui, et certainement pas que celle qu'on pourrait avoir en Occident de ce que sont les arts martiaux. Je ne vais pas revenir trop loin en arrière, mais ça a toujours connu des dualités qui étaient celles d'arts qui sont plutôt des armes de spectacle ou des arts rituels, face à des arts qui sont plutôt instrumentalisés dans les arts militaires. Au milieu de ça, il y avait aussi des pratiques chez les aristocrates d'abord dans une première histoire, puis ensuite au sein de l'Empire. Et on a sans cesse évidemment réprimé l'usage des arts martiaux, essayé de le contenir, de, de le condenser pour ne pas mettre en péril une stabilité qui est quand même une idée qui est extrêmement chère depuis très longtemps à la Chine, et notamment l'accès aux arts martiaux en dehors des périodes de guerre a souvent été très limité, hein. On voit des dynasties qui interdisaient, bien avant la révolution culturelle, qui interdisaient la pratique des arts martiaux hors d'un cadre très, très spécifique, celui des temples ou celui des militaires. Et donc, il y a toujours eu cette dualité des périodes qui étaient beaucoup plus propices au développement et à la circulation des arts martiaux et des périodes qui les réprimaient beaucoup plus. Et je pense, à travers cette histoire-là, qu'on peut faire un lien véritablement avec la façon dont la Chine aujourd'hui a repris, a réécrit son histoire martiale à travers justement un développement qu'elle souhaite être uniquement sportif, parce que très souvent, ce qui est valorisé, c'est soit des personnes d'un certain âge qui pratiquent paisiblement des arts martiaux internes, du Tai Chi Chuan dans les parcs, soit au contraire, des disciplines extrêmement démonstratives, extrêmement acrobatiques, du wushu ou dans des combats très, très, très structurés et sportifs du sambo, et qui laissent assez peu la place à une histoire martiale qui est une histoire guerrière et qui est justement l'histoire des boxers, qui est l'histoire aussi qui a inspiré tous ces films des années 70 et des années 80. Et donc, voilà, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de logique dans la manière dont l'arsenal culturel chinois aujourd'hui utilise les arts martiaux chinois et souhaite les développer avec une narration qui correspond véritablement à cette question de stabilité qui, en fait, depuis la révolution culturelle, a évolué. On a réouvert les temples, on a fait une mise en avant de nouveau de ces arts martiaux comme un patrimoine culturel, mais en les, en les vidant un peu plus encore de leur véritable substance martiale, contestataire et problématique dans un pays comme la Chine qui ne souhaite pas rentrer dans ce genre de questions. Et peut-être aussi, on avait parlé de Taïwan ensemble. J'ai travaillé sur des associations qui enseignent le Baijichuan. Et ces associations avaient tous comme point commun un maître qui est venu en 49, qui est une figure véritablement nationale à Taïwan, qui a été formateur des cadres militaires, qui a été formateur de la garde de Chiang Kai-shek, qui a vraiment pris une place extrêmement importante dans les arts martiaux et qui rappelle son départ et l'écho qu'a encore son départ en Chine aujourd'hui, rappelle que les arts martiaux ne sont justement pas que ces éléments sportifs qui sont mis en avant, mais sont aussi des artefacts culturels qui ont
forte symbolique de contestation, de guerre et de conflit. Oui, c'est très intéressant la remarque que vous avez faite à propos de la vision apaisée que la Chine voudrait voir prendre la vision des autres sur les arts martiaux. Mais c'est très contradictoire. Et indirectement, vous l'avez souligné à propos des films de kung-fu et des séries que l'on voit actuellement, où vous avez quand même énormément de séries en costume d'époque, entre guillemets pour le mot époque, parce que c'est souvent des époques un petit peu fantaisistes, hein, mais où les formes d'arts martiaux sont excessivement valorisées, hein. Et toujours dans l'idée de libérer les plus pauvres. Et en même temps, c'est l'autre aspect de la féminin. Lorsque j'ai posé la question des présences féminines, c'était des présences féminines africaines. Mais effectivement, dans ces films, les présences féminines sont prépondérantes. Et ce sont elles qui sont à la manœuvre. Les hommes là-dedans, ce sont des Ajax, c'est-à-dire des beaux mecs bien forts, mais un petit poids à la place du cerveau, et qui obéissent comme des machines à ces femmes dont ils sont amoureux. Mais là, effectivement, aussi, c'est une forme de révolution dans l'approche des choses et dans l'approche de l'utilisation. Mais, dirons-nous, on n'a pas là perdu. Ce n'est pas parce que les femmes deviennent maîtres ou maîtresses d'un art martial qu'il y a une démartialisation de l'art, hein. Et alors, effectivement, où il y a d'un côté un- une production où on entretient une vision, et de l'autre côté, il y a effectivement une diplomatie. C'est quand même plus agréable de montrer des vieilles dames qui font du qigong que de montrer un Ajax qui tape sur tout le monde, hein. C'est pas la même image du pays que ça donne. Euh, ah oui, aussi, je voulais dire à propos de la diffusion des normes, hein. La diffusion des normes, pour être diffusée, il ne faut pas seulement les recopier, il faut un dialogue avec l'initiateur. Et c'est précisément ça qui est assez intéressant de voir, c'est que la Chine est devenue une créatrice de normes, mais dans un cadre international, hein, par sa participation à un certain nombre et par une participation qui est la plus essentielle, c'est sa participation à la production. Lorsqu'elle produit des véhicules ou tout autre objet et qu'elle doit adapter un processus industriel qui n'est plus présent en Europe, c'est bien une discussion avec le monde, hein, qui s'établit à travers cette évolution-là. Donc, c'est la seule recopie des normes ou la volonté d'imposer des normes est forcément stérile de ce point de vue-là. Je rebondis là-dessus d'ailleurs parce qu'on on le voit aussi dans des domaines qui dépasse le cadre des arts martiaux, mais on le voit sur les grands chantiers en Afrique, on le voit sur certains échanges qui sont vecteurs de normes aussi. On voit bien que la Chine n'a pas vertu à rendre intelligibles ces normes, mais très souvent, elle devient très invisible à partir du moment où les accords sont signés. Sur les grands chantiers, bah, ça va passer par des ingénieurs chinois qui, eux, prennent le relais, parlent souvent entre eux avec très peu de transfert de technologie, très peu de transfert d'informations, et en fin de compte, assez peu d'outils qui sont donnés qui sont échangés, et assez peu de suivi par la suite, qui permettraient justement d'adopter des normes ou de les consolider. C'est assez intéressant. Les normes existent qu'au moment du contrat, de l'accord. Et en fait, leur application découlerait de source à partir du moment où on s'est serré la main ou bien où on a signé. Alors que c'est évidemment un processus qui nécessiterait un transfert qui a souvent pas lieu. Oui, alors justement, ça, c'est que ça fait partie aussi, ça revient à votre hypothèse 2, l'agent CIT. On constate aujourd'hui qu'il y a une volonté de la part des dirigeants africains d'imposer une interprétation de ces normes pour leur propre usage. Et on est en train de ce point de vue, de vivre une période assez difficile à définir parce que comme tout bouge, il est beaucoup plus difficile de dire c'est ça ou c'est pas ça.
hein, parce que c'est tout en même temps et le contraire en même temps aussi. Bon, je vais peut-être passer la parole d'abord à commencer à Xavier, hein. Merci Thierry. Bah, comme Thierry, j'aimerais commencer par remercier Alexandre pour la structuration de l'exposé et la méthodologie. Là, on n'aime pas trop le mot modèle avec Thierry, mais c'est quasiment un modèle qu'on pourrait montrer aux étudiants et aux jeunes doctorants, doctorantes, parce qu'effectivement, c'est très clair, très cohérent et on voit vraiment où on va. Donc, merci pour l'effort pédagogique, en quelque sorte. Alors, ce qui m'intéressait, c'est que bon, j'y connais pas grand-chose en art martial, comme Thierry, j'imagine, en tout cas dans la pratique et dans la théorie. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le paysage, enfin le côté paysage bigarré en fait, des arts martiaux en Afrique, qui me rappelait un peu le domaine de la santé quelque part, avec une multiplicité d'acteurs, une pluralité d'acteurs, à la fois publics, privés, officiels, non officiels, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis évidemment, bah, ce que vous rappelez, une quasi-absence de structuration côté chinois, en tout cas par le haut, hein, du coup, des arts martiaux, pratiqués, exercés sur le continent africain, en tout cas dans les pays que vous avez étudiés, notamment Cameroun, par exemple. Donc c'est un phénomène, en gros, qui lui échappe au gouvernement chinois, aux autorités chinoises. Euh, et donc ça, c'est intéressant, même si certainement qu'il y a des leviers que je ne connais pas, par lesquels les autorités à différentes échelles peuvent quand même tout de même normer d'une certaine manière, et en tout cas capter les résultantes voilà, de cette pratique d'arts martiaux en Afrique. Donc, j'avais des questions très différentes à vous poser, Alexandre. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Parce que comme j'y connais rien, évidemment, c'est toujours intéressant. Je pars un peu de zéro. En fait, je voulais tout simplement vous demander, poser des questions sur les licences ou les cotisations. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça en arts martiaux, enfin, dans les arts martiaux, mais quel était un petit peu le prix? Est-ce que c'était commun, on va dire, à tous les temples, tous les centres, etc. Et puis, à quoi ça donne, enfin, ça donne droit à quoi finalement ces licences, ces cotisations, en termes d'accès à la salle, en termes de matériel, d'équipement, etc. Enfin, voilà, pour faire un peu un parallèle avec d'autres sports plus pratiqués, évidemment, que les arts martiaux. Ensuite, j'avais une question sur les motivations finalement des personnes qui prennent leur licence ou qui payent la cotisation. Quelles sont leurs principales motivations au-delà de peut-être l'imaginaire que véhicule, en tout cas qu'a produit historiquement les arts martiaux à travers les films, etc. Le kung-fu en particulier. Donc, quels sont les ressorts en fait qui poussent ces gens-là à s'inscrire dans une pratique d'arts martiaux, quel que soit l'art martial? Ensuite, j'avais une question très différente. Est-ce qu'on a une forme de médiatisation euh, chinoise, et là plutôt officielle pour le coup, de ces arts martiaux, du coup, on va dire chinois avec des guillemets, mais pratiqués en Afrique, y compris par des Africains pour le coup. Et donc, est-ce que Radio Chine Internationale, Chine Roi, crée des reportages à partir de ça et essaye voilà, de mettre en valeur, en lumière, la pratique d'arts martiaux d'une manière endogène, si tu peux appeler ça comme ça? Dans la même veine un peu, est-ce qu'on a à Hollywood ou ailleurs une production cinématographique qui est générée sur ces arts martiaux, une forme d'africanisation de la production cinématographique à partir voilà, de cette pratique, un Bruce Lee africain, mais plutôt pluriel pour le coup. Donc voilà, une mise en scène également peut-être à ce niveau-là. J'ai une dernière question et une remarque finale pour ne pas trop accaparer le temps non plus. Bon, vous avez parlé des Igai. Euh, donc voilà. Est-ce on a également ce phénomène en partie avec les Kulunas, les Kulunas à Kinshasa. Est-ce que au Gabon, est-ce que au Cameroun, est-ce que dans d'autres pays, on voit ce phénomène d'appropriation un peu des arts martiaux ou de l'imaginaire, encore une fois, que génère l'art martial chinois dans des gangs, dans des groupes violents, etc., etc. Et puis, une remarque, enfin une double remarque, alors c'est pas une critique frontale, mais c'est juste voilà, pour relever. Bah, le soft power, évidemment, moi j'y crois pas beaucoup hein, en tant que géographe. Et je trouve que le concept, s'il en est un, enfin, si ça a été un concept à l'origine, est quand même vidé de son sens et assez creux. Et donc voilà, et je préfère largement la formule diplomatie culturelle, très clairement, que vous avez d'ailleurs utilisée aussi. Donc ça, c'était euh,
en point de vue personnel. Et puis, bah, Chine-Afrique, le mot que vous avez mis vers la fin de vos diapos, qui peut-être fait référence aussi au bouquin à l'ouvrage de Serge Michel et Michel Beuret. Ce qui est paradoxal, enfin, ce qui est paradoxal de mon point de vue, c'est que vous déconstruisez toute cette représentation un peu simpliste, simplifiée de Chine-Afrique attachée, et que vous le mettez quand même à la fin des diapos. Donc voilà, c'est mon petit clin d'œil personnel, on va dire. Très bien. Alors, J'approuve, hein. je vais J'approuve la chez essayer, ça. je vais essayer de me rappeler de tout. En répondant d'abord rapidement aux deux dernières questions, parce qu'en effet, dans la thèse, je critique beaucoup le principe de soft power, qui est pour moi une coquille vide, qui est un concept académique, je ne peux pas me faire des amis, mais que je trouve souvent assez faible, et qui, je trouve, a bien plus d'écho dans le journalisme, où on peut en faire tout et n'importe quoi, que véritablement, quand on cherche à travailler avec, on voit bien qu'en plus, le soft power chinois et le yuan-cheli est quelque chose de pensé pour la Chine et n'aurait de toute façon pas la même résonance que le soft power comme on va l'entendre dans la Vulgate. Donc voilà, c'est un concept que j'aime pas trop. Et puis sur l'idée de Chine-Afrique, j'ai en effet inversé dans la thèse les deux. Entre autres sur les conseils de Thierry Perrault, parce que je critiquais en permanence la Chine-Afrique, j'ai essayé de déconstruire cette idée pour le coup normative aussi. Et par moment, je m'y rattachais quand même indirectement. Donc voilà, donc j'ai essayé de sortir de là. Et en effet, j'aurais pu faire le même effort ici. Vous avez tout à fait raison. Sur sur la question maintenant des frais et de l'organisation des différents niveaux et de l'intérêt de payer ces cotisations. Donc en fait, on a trois types de cotisations principalement. On a les cotisations de club. On paye auprès du maître ou de l'enseignant. Ça dépend des structures et de comment se revendique l'enseignant. Tous ne se revendiquent pas maîtres, hein, certains se voient instructeurs, enfin il y a un jargon, et là aussi il y a une véritable sociologie de ces enseignants. Euh, donc on paye d'abord. Alors là, c'est évidemment une des grandes difficultés des clubs, c'est qu'ils n'arrivent pas à se faire payer, puis qu'ils cherchent à avoir des enfants, des jeunes pour les former, dans l'espoir peut-être justement d'en faire plutôt des athlètes que simplement des pratiquants. Donc très souvent, ils court un peu après les parents, ou il court un peu après les athlètes qui ne payent pas, ou les apprenants qui ne payent pas. Mais la tendance générale est de garder, vaut mieux avoir un club rempli avec des gens qui ne payent pas que d'avoir un club vide. Donc la tendance générale, c'est plutôt de les garder. En termes de prix, on est à 20, 25 000 CFA. On est en gros autour entre 10 et 15 francs, peut-être 20 francs sur les cotisations. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour le sport et les hobbies au Cameroun, en tout cas. On voit qu'on a quand même un secteur avec une classe moyenne qui reste quand même très émergente. Donc le secteur de la pratique de hobby est assez limité. Et c'est assez intéressant parce que ça interroge aussi une idée que moi j'ai dû déconstruire, de me dire justement pourquoi font-ils ça? Si ça coûte de l'argent et s'ils n'ont pas l'argent de le faire, qui rejoint la question aussi que vous posiez. Et mon premier instinct était de me dire qu'il devait y avoir quelque chose derrière. Et en fait, peut-être qu'ils font ça simplement pour les mêmes raisons que moi j'ai fait des arts martiaux quand j'étais jeune, que beaucoup d'enfants font du judo, parce que les parents aiment ça, ou parce que la personne a toujours eu envie de faire ça, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose de plus spontané. Et ce serait peut-être d'abord la première réponse, probablement, avant tout, parce ils aiment ça, ou ils sont attirés par ça. Après, il y a évidemment, et c'est certain, c'est pas anodin de passer du temps, c'est du temps qu'on passe pas à gagner sa vie. Et on rejoint les idées de mise en économie dont je parlais, il y a quand même toujours la notion d'en tirer quelque chose. Soit un statut, mais en tout cas de pouvoir à un moment ou à un autre l'articuler pour en tirer quelque chose. Qui là aussi répond probablement à la même chose qui définit toute personne qui a une pratique sportive ou un hobby, qui à un moment ou à un autre aime en parler. Simplement les, les, euh, les motivations qui fait qu'on parle de soi et de ce qu'on fait ne sont pas les mêmes, évidemment, d'un pays à un autre. Donc là, il y a peut-être véritablement, après, l'envie, l'illusion d'en faire quelque chose qui pourrait être vecteur de revenus.
Ça, c'est une chose. Ensuite, sur les cotisations aussi, les clubs payent ensuite des cotisations pour leurs athlètes. Et ça permet d'être inscrit à la fédération et de pouvoir être présenté. D'une part, participer au calendrier national. Et ensuite, si on se sélectionne, participer au calendrier panafricain, donc de la fédération africaine, puis international si vraiment on s'impose comme un athlète. Et enfin, il y a une autre cotisation qui est aussi très intéressante parce elle est source d'enjeu et elle rejoint la question des normes, qui est celle des clubs vis-à-vis de la fédération, où là, c'est des montants qui sont plus élevés. Notamment aussi la création officielle d'une association au Cameroun, qui est un pays qui est hyper réglementé, hein, qui a quand même euh, qui a quand même une organisation administrative qui est extrêmement lourde, calquée en partie sur la France, sur la loi des associations. Donc tout ça coûte très cher. Il faut déposer au ministère des Sports, une association, une fédération, surtout une fédération, parce que les associations se font reconnaître par la fédération, qui se fait reconnaître par le ministère. Là, on parle de plus de 2 millions de francs CFA pour la fédération, je crois, de mémoire. Et puis pour les associations elles-mêmes, de devoir payer cette cotisation pour être reconnues par la fédération. Et puis après, il y a un jeu des ligues régionales qui est pas toujours pareil. Le Cameroun est très composé par ses régions. Donc là aussi, il y a des enjeux de région euh, qui parfois crée des dissensions et qui peut expliquer aussi la présence dans certains pays d'Afrique de deux fédérations qui essayent de s'entrechoquer pour s'imposer. Ça a été le cas au Cameroun qui a essayé de développer sa propre fédération de Sanda, alors que pour le ministère des Sports, le Sanda, qui est la version sportive kickboxing, n'avait aucun sens d'être séparé. L'agent du ministère me donnait l'exemple du rugby par exemple, ou de d'autres sports qui voulaient se séparer et dont ils trouvaient c'est comme si on faisait des barres parallèles mais qu'on faisait plus que des barres parallèles et qu'on le sortait des agrès de la gym. Ils trouvaient que ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc c'était la réponse officielle qu'avait donnée le ministère. Mais ça a créé des tensions, voilà. Ça c'est sur la question donc des frais et aussi des débouchés. J'ose vous demander de me rappeler, il y avait encore deux questions. Oui, oui, c'était sur la médiatisation côté chinois des arts martiaux africanisés, en tout cas pratiqués et générés par des acteurs locaux, et éventuellement la production cinématographique qui est africaine hein, pour le coup, Ouais. camerounaise ou nigériane. Alors, sur la médiatisation, elle est relativement forte. C'est ce qui m'a amené au sujet parce que, à la base, mon premier sujet de thèse était un sujet sur la santé plutôt en Afrique, qui était ce qui m'avait d'abord intéressé, notamment autour de la médecine des praticiens, mais pas que. J'avais plusieurs axes de recherche comme ça qui me questionnaient et que j'ai pu faire indirectement après, parce que j'ai un peu travaillé sur le Covid, mais voilà, et en fait, c'est justement en tombant un peu sur cette médiatisation et en disant des choses complètement folles, comme de voir dans les journaux que le foot, que les arts martiaux, le kung-fu pouvaient s'imposer devant le foot en Afrique, enfin des articles qui étaient complètement grandiloquents dans la presse chinoise et qui étaient aussi passablement repris dans dans les presses locales. Et je me suis rendu compte véritablement, je pense depuis 2013, 2014, jusqu'en 2020, qui avait un très fort discours médiatique chinois autour du succès de l'implantation des arts martiaux chinois en Afrique. Donc, on trouve sur China Daily ou ce genre de journaux, on trouve des milliers, en tout cas des centaines d'articles qui parlent à un moment ou à un autre euh, d'un pays d'Afrique qui pratiquerait, d'une compétition, d'une coupe de l'ambassadeur. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment très diffusées. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans, pour constater évidemment, bah, comme je l'ai présenté, que la réalité était autre et que c'était vraiment une structuration qui était souvent en friche encore, mais que l'image, en tout cas, qu'on était donnée par la Chine, était l'image de quelque chose qui était déjà dans une forme de parfaite adhésion, structurée, développée et presque fini, presque achevé. Et puis, sur la question du cinéma, bah, sur cette idée des cascadeurs, notamment, ça dit quelque chose d'un des débouchés logiques, hein, parce que
pour, pour beaucoup de gens, comme je l'ai dit, le vecteur, la première source d'information a été le cinéma, ou a été en tout cas la télévision, de voir des gens faire ça. Donc, il y a toujours cette idée de se projeter là-dedans. Et au Cameroun, il y a eu des volontés comme ça de, de faciliter des réseaux de cascadeurs ou de figurants. Mais je dirais qu'en Afrique, le pays peut-être qui se singularise le plus avec ça, c'est le Nigeria avec Nollywood, où là la thématique martiale, il y a des centaines de films qui ont à peu près le scénario d'un mauvais film de kung-fu des années 70, et qui reprennent tous les poncifs et qui utilisent largement les arts martiaux. Donc, il y a d'autres tentatives en Afrique, hein, Cameroon Connection, qui est un véritable chef-d'œuvre que je conseille vraiment à tout le monde, est un parfait exemple dans les années 80 de ce type de tentative. Et je sais qu'il y a un chercheur camerounais qui travaille notamment là-dessus, sur cette perméabilité du cinéma de Kung Fu et son influence au Cameroun. Donc voilà, c'est un sujet qui intéresse, mais c'est surtout du côté, faut surtout aller voir du côté du Nigeria pour voir quelque chose. Et puis il y avait une question aussi, j'y pense maintenant que vous indirectement vous aviez posé, qui était celle de ces groupes de gangs de jeunes, et qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment une construction de la masculinité. Ça a été quand on regarde le travail de Jodorowsky, c'est vraiment ce qu'on retient aussi, c'est c'est de voir tout d'un coup quelqu'un d'autre que John Wayne à l'écran, puis de se dire, tiens, ce petit bonhomme qui n'est pas un occidental, qui n'est pas un blanc, tape tout le monde, se défend, est musculeux, à torse nu, et on crée tout d'un coup, quand les premiers Africains qui voient ça, voient tout d'un coup un modèle qui est complètement différent du héros, d'un héros très décalé, qui était celui qu'ils voyaient au cinéma pendant des décennies. Et il y a eu vraiment une réappropriation de sa masculinité, de son corps, euh, et de se dire, eh bien, tiens, on peut être aussi, nous, les héros de ce type de production, avoir notre propre cinéma, avoir nos propres codes. Et évidemment, ça a eu une influence sur des groupes de jeunes. Alors moi, je l'ai surtout vu dans des récits souvent assez intéressants de ces premiers maîtres que je suis allé voir, qui ont aujourd'hui 70 ans, qui s'inscrivaient vraiment dans une ambiance un peu presque de blouson noir, de loupard à l'époque, qui revendiquait de sortir du dojo. Il mélangeait une sorte de karaté et de kung-fu, et qui utilisait ça vraiment comme ressource identitaire, et qui disent évidemment, bah, avec le temps, ça s'agit. La question de la sagesse qui vient s'opposer à cette question d'une masculinité un peu brute. Mais donc on trouvait véritablement, en tout cas on trouve dans l'histoire et dans les récits des premiers pratiquants, un discours qui est assez proche de celui-là. Maintenant, dans les gangs aujourd'hui, je suis pas persuadé que ce soit encore quelque chose qui se revendique. Et il y a quand même pas mal d'autres sports martiaux qui sont développés en Afrique, notamment au Cameroun, qui eux sont beaucoup plus efficaces, probablement pour les gens qui souhaiteraient en découdre ou utiliser ça à mauvais escient. Donc je pense que les arts martiaux chinois restent marginaux dans cet usage-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, Est-ce Qui souhaite que intervenir? quelqu'un veut, oui, intervenir, poser une question? Ah, Je vous en Dimitri, prie, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alexandre pour cet exposé qui était vraiment passionnant. Je suis pas du tout spécialiste ni d'Afrique ni de la Chine. Je m'intéresse à des lieux et les pratiques de sociabilité des anciens combattants en Russie tout particulièrement et plus largement dans l'espace post-soviétique. Et dans ce cadre, je m'intéresse à la circulation des arts martiaux, d'où ma présence ici aujourd'hui. J'ai trouvé beaucoup de ressemblances entre la circulation des karatés dans les années 80 en URSS, la circulation par le bas du karaté et la circulation par le bas dans votre contexte. Donc,
ce qui est spécifique au paysage soviétique, c'est le fait que au fait, l'État soviétique a partagé cette attitude très ambivalente vis-à-vis des arts martiaux que vous avez décrit pour la Chine, mais ça marchait presque de la même manière en URSS et du coup, tous les clubs informels étaient au moins contrôlés. Les narratifs, les récits disent que karaté était très opprimé. Pour oppression, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est la façon de présenter les choses aujourd'hui par les anciens pratiquants. Donc, pourquoi je parle de ça? À côté de ce karaté du bas, il y avait aussi la pratique militaire, le combat militaire, qui apparaît, le combat qui était enseigné à tous les soldats de l'armée soviétique et tout particulièrement dans les troupes d'élite, les troupes aéroportées, qui était calqué depuis les années 30 sur les modes du karaté, justement. Donc, mais karaté un peu privé de son attirail oriental et karaté prise sur l'aspect technique. Donc, il y avait les deux, du coup. Euh, Ce karaté de l'armée n'était jamais, jusqu'à fin des années 80, n'était jamais présenté comme karaté. Et il y avait le karaté des films. En revanche, à partir de la fin des années 80, il y a le mélange des deux. Et donc, les clubs sportifs deviennent les lieux de sociabilité pour les anciens combattants. Et c'est là où on voit les symbioses des deux. D'où ma première question, quelle est la place de la présence des miliciens, des anciens combattants de divers services militaires, de diverses armées, dans la circulation des arts martiaux, si vous avez pu observer ça ou pas du tout. Donc voilà, ça c'est une première question. Et une deuxième question, toujours en rapport avec ma propre expérience, ma propre recherche. Donc c'est euh, tout au début des années 90, il y avait un énorme mélange entre les gens qui étaient tirés par des pouvoirs presque surnaturels des arts martiaux, donc tout le discours sur la médecine traditionnelle, les énergies, vous voyez bien de quoi ça parle, et l'intérêt proprement physique. Voilà, c'était à la fois pour les clubs de karaté et pour les clubs de wushu. Bon, c'était ce vague des arts martiaux d'Orient. Donc ensuite ils se sont divisés, mais est-ce qu'il y avait ça à un moment donné ou non? Est-ce qu'il y avait la présence des gens intéressés par l'avatar ésotérique? Est-ce que ils se sont séparés et comment ça agence avec la circulation des pratiques plus ou moins New Age ou des pratiques alternatives en Afrique? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais rester principalement sur l'Afrique, même s'il faut aussi un peu regarder ce qui se passe en Chine pour comprendre aussi comment les modes ont circulé. Il y a beaucoup de similitudes en effet avec l'histoire qu'on peut retrouver en Russie, notamment avec le développement du sambo aussi, qui a servi de modèle justement dans les années 80 au sanda, la version de combat des arts martiaux chinois, qui est complètement pour le coup dépouillée de toutes les fioritures traditionnelles ou de tous les styles dont elle est censée s'inspirer. Pour répondre sur cette question des militaires, alors je peux y répondre de deux façons différentes. D'un côté, plus autour de la question post-coloniale, parce que je le disais, c'est une partie que j'ai pas trop développée, mais c'est peut-être une des parties les plus importantes dans l'historique de cette diffusion des arts martiaux, c'est qu'elle vient beaucoup par des relais postcoloniaux et notamment par la présence de Japonais qui viennent en Afrique montrer des arts martiaux, je le disais, de Franco-Vietnamiens
qui pratiquent aussi les arts martiaux chinois et très souvent qui pratiquent le karaté d'ailleurs. Pratiquent et des arts martiaux japonais et des arts martiaux chinois et qui sont d'anciens militaires pour la plupart. Alors vous me direz à cette époque-là, on est 15 ou 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens qui ont une cinquantaine d'années souvent, donc ils ont été militaires, s'ils ne l'ont été de carrière, ils l'ont été des fois simplement par nécessité, parce que le contexte mondial faisait qu'ils se sont retrouvés à l'armée. Et l'autre lien, c'est qu'on retrouve aussi parmi les premiers pratiquants, et là ça touche plutôt aux pratiquants locaux africains, on retrouve très souvent des anciens militaires ou des formateurs dans les milices, dans les gardes. C'est le cas de la garde présidentielle, par exemple, de gens qui ont été justement dans cet aéropage du karaté, des arts martiaux, puis des arts martiaux chinois, qui avaient un lien, un pied dans l'armée. Parfois c'était leur métier. Parfois, ils sont rentrés de façon oblique dans des positions dans l'armée à travers justement leur pratique martiale. Euh, Leur lien, par contre, avec les lieux de socialisation, de sociabilité dans les arts martiaux, c'est qu'ils en sont souvent à l'origine, ils ont créé en parallèle des clubs. Donc les deux activités étaient souvent très partagées. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment des clubs qui ressemblent, qui sont des clubs de pratiques dites ludiques, pour bien séparer, et qui rassemblent, comme je l'ai dit, principalement des gens qui ne sont pas des anciens militaires. Mais il reste ces vieux pratiquants, ces anciens pratiquants qui, qui parfois fréquentent encore ces clubs. Et j'avais même entendu d'un maître qui avait un club, alors un club très classique, vraiment, il enseignait à des structuré avec des cours pour les jeunes, pour les adultes, des, voilà, vraiment un club de quartier, qui avait gardé un groupe justement pas tous des anciens militaires, mais qui étaient un peu ses premiers élèves et qui étaient tous des gens qui avaient été concernés par l'armée ou par la sécurité à un moment ou à un autre et qui continuaient à voir ces gens-là à côté de son club, euh, à échanger ou à enseigner. Je ne savais pas exactement quelle place ils prenaient là-dedans. Donc on trouve ces logiques-là. Mais je pense que le lien, par contre, est probablement moins évident que dans le cadre de votre travail. Et, euh, et la deuxième question, euh, vous me rappelez juste la deuxième question, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Ésotérique, la Oui, place de là. l'ésotérique et la circulation. Oui. Alors ça, c'est, c'est une question, je pense, qui est fondamentale en Afrique, parce que justement, la question de... Et ça, je ne suis pas du tout compétent pour parler de ça, c'est un terrain en soi et qui est formidablement intéressant, mais qui est assez spécialiste, qui est la question de la sorcellerie, qui est la question du surnaturel en Afrique, qui est une question extrêmement présente, hein, moi, je l'ai vu dans les entretiens, parce que très vite, quand on a un peu de quand on a discuté un moment avec un maître, qu'on le revoit une ou deux fois, très vite, il y a cette question qui vient et il y a cette volonté de dire qu'il a vu ou qu'il peut faire des choses que l'ensemble, que le commun des mortels ne peut pas faire, qui va bien sûr pas nous montrer, mais et à travers ça, il y a parfois même, on parlait ça me fait revenir un peu sur un sujet, mais c'est pas séparé de votre question. On parlait un moment de je crois que c'était avec Xavier tout à l'heure, on parlait aussi de la question de comment certaines pratiques peuvent être remises dans un autre contexte aussi, récupérées. Et un des usages de ces pratiques chinoises pour certains, notamment pour un maître que j'ai rencontré, c'est de normaliser et de créer des pratiques africaines. Et j'ai vu un peu le laboratoire d'un nouvel art martial qui est censé prendre racine dans la magie justement africaine de sa tribu, qui s'appelle le siliciate, et qui est vraiment l'exemple typique d'une organisation issue des arts martiaux japonais et chinois dans la méthodologie d'apprentissage. Donc, il a vraiment créé un récit autour de ce système avec un échange entre la terre et le ciel, etc. On va chercher la force de nos ancêtres. Donc, il y a une composante qui est extrêmement magique. Il le dit d'ailleurs, c'est très puissant si c'est bien utilisé et qui reprend des formes de Taolu, de kata, qui sont très proches de ce qu'il a appris, un mélange de kung-fu et de karaté,
qui montre à quel point, alors ça, il l'enseigne à des gens qui sont vraiment, véritablement initiés, et plutôt des gens qui ont un lien avec la culture, c'est la culture tribale de sa maman. Donc il y a, et c'est assez fascinant le discours qu'il crée autour de ça, qui est un discours vraiment très savant entre l'anthropologie, le culturel, la magie, les arts martiaux. Et, c'était fascinant de discuter avec lui de ça. Et on voit vraiment que cette place de la magie, aussi dans les récits, elle reste très présente. Euh, Ils auraient vu, lors d'une première démonstration, un autre maître plus âgé me racontait qu'il avait vu un de ses premiers maîtres qui pensait être chinois. Il ne l'était peut-être pas, il était peut-être japonais ou vietnamien, qu'il a vu marcher sur un mur, qu'il a vu marcher sur un mur comme ça, lors d'une démonstration. Et tous les gens avaient eu peur d'abord parce qu'ils avaient vu ça comme une manifestation magique. Et donc voilà, il y a toute une mythologie autour de cette magie qui est pas, qui est, je pense, dans le contexte africain parce qu'il y a une vie. C'est pour ça que je dis, j'ai pas trop envie d'expliquer ça parce que j'en ai pas les compétences, mais il y a un contact encore à la sorcellerie et aux traditions qui est beaucoup plus évident que nous. Je pense que vous pensiez à toutes ces vidéos, on voit ces gens aujourd'hui qui passent pour des charlatans, qui repoussent 10 personnes avec un mouvement de main. Et voilà, on voit beaucoup ça en Russie aussi, on voit ça en Chine, au Japon. Ces maîtres qui auraient des pouvoirs un peu extraordinaires. Euh, dans des sociétés comme nous qui les regardons déconnectés de ces notions de sorcellerie, plus tellement connectés avec ça, avec ces croyances, face à beaucoup de populations africaines où ces croyances sont encore structurantes de la société, vont cohabiter avec la foi, vont cohabiter avec les religions, vont cohabiter dans un quotidien où elles ont une véritable vie et donc c'est compliqué de les considérer avec le même regard que les charlatans qu'on peut voir sur YouTube. Mais c'est une question qui est extrêmement présente et qui fait peur même. Certains maîtres disent, attention, moi je préviens les gens, ils vont développer des choses qui sont peut-être trop fortes pour elles, pour ces personnes. Donc c'est vraiment... c'est un vrai discours qu'on peut retrouver. Pas chez tout le monde, hein, évidemment. Et de nouveau, on va avoir un décalage entre ceux qui se sont vraiment intéressés à la partie sportive des arts martiaux chinois et ceux qui sont plutôt intéressés dans les arts martiaux chinois dits traditionnels. Juste, je peux vous demander une petite précision. Merci Oui. beaucoup. C'était des réponses extrêmement éclairantes et très, très précises. Juste, est-ce que vous pouvez me redire le nom de ce combat qui est mélange de Taolu, qui Ah, est tentative de c'est du formalité? Cilicia. Comment ça s'écrit Alors, lettre par lettre? Cilicia, Tia. Et je crois qu'il rajoutait parfois un T, parfois pas dans le manuel. Siliciate ou Cilicia. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci pour les réponses. C'était très intéressant. Je vous en Merci. prie. Et il y a beaucoup de ces luttes et de ces arts martiaux qui ont des noms qui ont souvent été un peu perdus parce qu'il y avait beaucoup de luttes. On parle beaucoup de la lutte sénégalaise, on parle peu de la lutte camerounaise. On devrait parler même des luttes camerounaises comme le Bessois, comme des luttes comme ça. Donc l'Afrique est truffée d'arts martiaux qui prennent des formes, souvent des formes de sport ou de pratiques de préhension. Mais voilà, il y a beaucoup de pratiques et aussi des pratiques avec des armes. Au même titre que souvent, quand on parle des arts martiaux chinois, on pense pas assez que, à l'origine, les arts martiaux chinois, c'est le tir à l'arc et c'est la conduite du char de guerre. C'est pas des gens qui gesticulent dans l'air en faisant des coups de pied. Donc, de nouveau, ça fait repenser cette notion, tout ce vocabulaire, en fait, qu'on a, notamment le terme d'arts martiaux, qui après est réapproprié par l'imaginaire de ceux qui en parlent et de ceux qui le pratiquent ou le vivent. Si je comprends bien, avec la chute de l'Empire romain, on a perdu quelque chose. Hein. Exactement. Mais c'est pas si faux parce que ça vient d'Asie centrale en plus. Les premiers arts martiaux en Chine circulent par Asie centrale. Et probablement que ces pratiques du char et de l'arc sont, avant d'être arrivées en Asie centrale, sont venues de l'Empire romain et ont circulé en Asie C'est- centrale, très Ah oui, probablement.
Comme ils ont eu un cinéma, on aurait pu aussi trouver l'équivalent. Bon, non, dommage, dommage. J'ai une autre vie à vivre. Quelqu'un souhaite-t-il poser une dernière question? Lucie, elle se cache. Bien, bah écoutez, comme il est déjà 11 heures, il reste à vous remercier de tout ce que vous nous avez apporté, hein, et disons que je pense qu'on va se revoir d'ici bientôt, tant que je me souvienne, hein, et on Oui, pourra éventuellement, peut-être que votre réflexion aura pu évoluer sur certains points aussi, hein, et toujours est-il que, bon, évidemment, aujourd'hui, ce n'était pas un exercice universitaire du même type que le précédent, et disons que l'approche était finalement plus agréable, presque plus enrichissante, puisque ce n'était pas une justification, c'était une pensée en action que vous nous avez Mm. livrée aujourd'hui, hein. Bon, donc nous vous remercions et nous espérons que votre séjour à Taïwan aussi se passera bien pour la fin de l'année et que vous ferez également une provision complémentaire d'anecdotes et de réflexions aussi. J'espère. Merci beaucoup. Merci Au Alexandre revoir. Merci beaucoup, Xavier. Oui, et bonne fin de Merci journée à à tout le monde. toutes et à tous. Ouais. oui, Merci, merci Thierry. merci. Je vais fermer. Voilà. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Merci Alexandre. Bonne journée, au revoir. Merci Xavier.